Un grand débat consacré évidemment au renouvellement ou au remaniement gouvernemental. Le coup de maître d'Emmanuel Macron qui droitise son gouvernement pour éviter la claque aux européennes, qui débauche Rachida Dati et lance en même temps la campagne des municipales à Paris. Ça fait beaucoup de sujets, on va évidemment s'y attarder avec nos débatteurs. Qu'est-ce que cela signifie? Alors certes, tous les médias en parlent, mais c'est une raison supplémentaire pour nous écouter et peut-être avoir la version de nos débatteurs que j'ai sélectionnée ce matin. La bénédiction des couples de même sexe, c'est un peu la grande confusion dans le monde catholique depuis le 18 décembre, avec un ordre, un contre-ordre, un peu de désordre quand même. La conférence des évêques plaide pour un accueil large et inconditionnel. On va refaire le film et puis essayer de commenter tout ça et voir ce que cela dit de l'état de l'Église catholique aussi, et puis de son positionnement par rapport à des sujets sociétaux récurrents. La natalité française est au niveau le plus bas depuis 1945. Ce sont les chiffres de l'INSEE qui confirment donc le baby crack. Après les études qui avaient déjà confirmé aux 2/3 de l'année 2023 qu'on était dans une année exceptionnelle avec la barre des 700 000 naissances qui a été franchie donc en dessous des 700 000 naissances. C'est une première donc depuis la Seconde Guerre mondiale. Nos trois débatteurs, Antoine Assaf, Philippe Clanchet, Éric Vérag. Éric Vérag qui a fondé le Courrier des Stratèges. Bonjour Éric. Bonjour Louis, bonne année. Et on veut. Je vous la souhaite évidemment. Philippe Clanchet, journaliste et collaborateur à Réforme et Témoignages Chrétiens. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et tous mes voeux également, Antoine Assaf, écrivain, philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour mon cher Louis, je vois les galettes qui entourent ton micro, j'en veux. Mais oui, mais alors vous voyez, c'était la demi-heure précédente pour ceux qui nous ont écoutés. Vous pouvez retrouver les références de notre choix exceptionnel, celui de Gilles Brochard. Tous les vendredis dans son émission, il nous fait des sélections en quelque sorte. Et là, c'est la sélection des galettes. Vous pourrez retrouver cette sélection sur le site de la radio. Alors évidemment, on va s'attaquer à ce sujet qui est celui du renouvellement. Le coup de maître d'Emmanuel Macron, disais-je au début de cette émission. Est-ce que c'est une chose que vous partagez, un point de vue qui vous rejoint ou non? Éric Vérag. Bon, moi, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour juger de ce qui va se passer. C'est-à-dire que on peut se féliciter d'avoir eu un gouvernement très rapidement, puisque d'habitude, les processus de nomination prennent beaucoup plus de temps. En cela, c'est un coup de maître. Pour le reste, moi, je suis incapable de vous dire si ce sera un bon gouvernement ou un mauvais gouvernement. J'ai quand même le sentiment que la tâche de Gabriel Attal va être compliquée à mener, puisque, si j'ai bien compris, il est entouré par deux poids lourds, deux cerbères, qui seront Darmanin et Bruno Le Maire, qui visiblement n'étaient pas enthousiastes à l'idée de sa nomination et qui se sont arrangés pour ne pas dépendre de sa légitimité, puisque ils sont restés par une décision prise par Emmanuel Macron. Et si je comprends bien, Emmanuel Macron est aussi celui qui a imposé Rachida Dati à l'ensemble de la droite et à Gabriel Attal lui-même. Donc, on va voir. Est-ce que ce gouvernement aura une vraie marge de manœuvre par rapport à l'Élysée? Je crois que c'est la question qu'il faut voir. J'ai une petite... Et par rapport à l'Assemblée aussi. Et par rapport à l'Assemblée, la droite, Éric Ciotti a déjà annoncé qu'il allait ne pas mener la vie simple à ce gouvernement, mais enfin bon, il ne s'est pas forcément illustré par sa constance. Moi, j'ai un regret sur l'éducation nationale, parce qu'au-delà des polémiques politiciennes, des non-événements que sont les remaniements, etc., nous avons comme un sujet, notre pays implose aujourd'hui de manière... Je veux dire que nous vivons une implosion cognitive dans ce pays. Je suis effrayé de voir... Qu'est-ce que ça veut dire, l'implosion cognitive? Moi qui suis beaucoup sur Internet, je suis frappé par la baisse du niveau intellectuel général. C'est-à-dire qu'une phrase de plus de 10 mots avec une nuance n'est plus comprise par 80 à 90% de la population. Je pense qu'il est urgent de reformer les gens, de remettre l'intelligence au cœur de notre processus de construction collective. Et je vois bien que l'éducation nationale, elle change de ministre tous les 6 mois. Donc, on a quand même... Et les résultats internationaux montrent que... Les enquêtes internationales comme ça montrent que nous vivons un effondrement scolaire. Et donc, au-delà des péripéties de Pierre, Paul ou Jacques au gouvernement, le sujet, c'est est-ce que nous prenons en main l'avenir de notre pays? Et ça commence par une vraie politique éducative. Et là... les bras nous en tombent quand même un peu. Vous pensez, Éric Vérag, et puis on va mettre ça évidemment en débat, vous pensez qu'avoir amené Gabriel Attal au poste de Premier ministre, c'était dépouiller l'éducation nationale de quelqu'un qui pouvait faire quelque chose? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un ministère aussi stratégique que l'éducation nationale, qui a vécu le traumatisme Pap Ndiaye, qui ensuite prend un ministre qui reste 6 mois
et qui maintenant reçoit un ministre qui était ministre des Sports. J'ai beaucoup d'admiration pour les performances sportives d'Amélie Oudéa-Castéra, mais je ne comprends pas sa légitimité au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce ministère qui est central, qui est essentiel pour notre avenir, pour l'avenir du pays en général, eh bien, on le donne à des copains, à des passagers. On bricole, voilà, et on improvise. Et je trouve que l'image qui est donnée de l'éducation, à ce prix, il vaut mieux tout privatiser. Si l'État n'a plus envie d'avoir une politique éducative, on privatise, mais on ne peut pas sacrifier l'avenir d'un pays de cette façon. C'est mon sentiment, en tout cas. Donc, Philippe pas de Clanchet. coup de maître. Pas de coup de maître pour Éric Verhaeghe. Et pour vous, Philippe Clanchet? Je suis d'accord avec mon voisin. Il se trouve que je vis dans un milieu où il y a beaucoup d'enseignants et qui sont assez choqués par cette nomination, qui ne voient pas la légitimité de Madame Oudéa-Castéra à ce poste-là. Effectivement, il y avait une dynamique qui avait été lancée par celui qui est devenu maintenant Premier ministre. Donc on attendait de voir ce que ça allait donner. C'est vrai que ces ruptures fréquentes... Alors on peut faire une lecture, c'est qu'en fait la vraie direction du ministère de l'Éducation nationale, elle est faite à l'Élysée. Voilà, elle est faite à l'Élysée par le président et par Brigitte Macron, dont on sait l'importance qu'elle accorde aux questions éducatives. Bon, voilà, mais Je on pensais sait que c'était les syndicats, moi, qui dirigeaient. non, l'éducation c'est nationale. plus le cas. Enfin, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que bon, Jean-Michel Blanquer était le protégé de Brigitte Macron. Bon, après, ça s'est mal terminé pour lui. Il a fait quelques bêtises. Effectivement, Pape Ndiaye, c'était peut-être un coup politique, mais ça n'a pas fait avancer beaucoup les choses. Et ces changements fréquents, c'est un problème. Alors, quand on dit à la fois que c'est la priorité, l'école et tout ça, bon, c'est un signe qui est pas très heureux. Pour le reste, c'est un gouvernement qui est très très droitisé, on l'a dit. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la façon dont tous ceux qui ont pu avoir une voix un petit peu dissidente au sein du gouvernement, comme par hasard ceux qui venaient plutôt d'une tradition de gauche et qui ont un petit peu élevé la voix au mois de décembre dernier sur la loi sur l'immigration, tous on leur a fait comprendre que c'était direction Laporte. Alors c'est vrai que c'est une tradition. Un grand ministre a dit jadis, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Le problème, c'est que quand le gouvernement propose une loi et qui dit aussitôt que cette loi elle-même n'est pas constitutionnelle, c'est quand même un petit peu embêtant de rejeter tous les ministres qui expriment leur questionnement. Alors, c'est paradoxal que la seule qui ait survécu à cette affaire-là, c'est Madame Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur. Quand elle a dit que le sort qui était réservé aux étudiants étrangers était pas tout à fait normal, on lui a dit « T'inquiète pas, ce bout de la loi, de toute façon, on va le changer ». Donc tout ça n'est pas très sérieux. Je trouve que c'est pas de faire des lois en disant qu'elles sont pas constitutionnelles. On va dire qu'on va les bricoler. On va dire qu'on veut une république exemplaire, mais faire monter une ministre qui a quand même une mise en examen pour corruption passive. C'est pas si grave. Pour l'instant, elle est présumée innocente. Rachida Dati. Oui, tout ça, c'est pas très sérieux. Et à mon avis, ça entache un petit peu la crédibilité de ce gouvernement. Allez, 2-0 parce que coup de maître, il n'y en a pas du côté de Philippe Clanchet. Antoine Assaf. Cher lui, moi je vois trois couleurs à ce gouvernement. Une purement euphorique, jouissif. Cette génération de jeunes qui arrivent, 34 ans, un président de 40, c'est jouissif, c'est un peu une orgie romaine. Hein. Ils arrivent et ils regardent. Oui, une orgie romaine. Je suis désolé. Il y a quelque chose de jouissif. J'arrive, j'ai 34 ans. Et le premier en France qui a compris cela pour détruire son ennemi, c'est Mitterrand. Il voit le petit Fabius qui tourne à 34, 35, à 37 ans, je le nomme Premier ministre. Et de source d'un ami, je suis sûr, il a dit, c'est la seule façon de le calmer et puis de détruire sa carrière. Parce que Fabius n'a pas pu faire une vraie carrière à part 37 ans. Donc déjà, ce n'est pas nouveau qu'il y ait des jeunes au gouvernement. Oui, mais ça, Mitterrand, qui a été ressuscité un peu comme Dracula de son cercueil par Chirac, par la stratégie d'écarter Giscard pour revenir Mitterrand, a réveillé la vieille France de Pétain de Gaulle. Et l'ennemi de De Gaulle, numéro 1, Mitterrand, revient au pouvoir et maîtrise la France pendant quand même 2 mandats de 14 ans. Il a tout... Chirac est responsable de ce côté, mais c'était sa stratégie d'un homme de gauche qui se sert de la droite pour se faire élire, Chirac, pour un homme de l'extrême droite qui se sert de la gauche pour arriver à droite, qui n'est autre que Mitterrand. La deuxième couleur, elle est politique. C'est-à-dire cet homme, Macron, qui depuis 2 quinquennats a sur lui les maladies du monde, les gilets jaunes, tout ce qui est jaune, quoi. Les plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte arrivent, il arrive là, il se dit, pour
justement l'avenir. Il faut élargir et casser tout ce qui est droite à gauche. Vous savez, quand notre grand Victor Hugo a vu l'armée prussienne arriver en 1870, il a écrit le Châtiment, il a un poème extraordinaire. Il a dit ni droite ni gauche, maintenant il y a le bas ou le haut. C'est terminé. Donc on ne s'exprime plus par droite, gauche, centre, centre-droite, centre-gauche. Il y a le bas et il y a le haut. D'où la stratégie, la couleur stratégique. Et je la trouve géniale. Parce que quand vous mettez un jeune Attal, vous pouvez comprendre alors que derrière cette stratégie, bon, la seule que j'ai la plus proche, c'est celle de Poutine. On rapproche Medvedev, le style anglais, vous avez l'élégance de Medvedev, on le fait passer au pouvoir, on reprend le pouvoir et on va vers 2035. Avec Attal, c'est la stratégie de Macron. Il a un homme qui, s'il devient de plus en plus populaire avec son arrogance, sa manière d'être, qui passe très bien jusqu'à maintenant, il peut le propulser comme président de la République pour tuer les deux autres candidats qui n'arrivent pas à trouver leur coiffure, là, Édouard Philippe d'un côté et notre Wauquiez, et il reviendra après, parce que 5 ans c'est rapide, et puis Attal sera assez fidèle pour repartir et laisser notre Poutine revenir au pouvoir. Sauf... Donc c'est là le coup de maître en fait. Hein. Ah oui, sauf si la cote de notre Marine Le Pen va monter telle qu'il va se dire, comme Chirac, laissons passer le diable, comme on dit, de Marine Le Pen, elle ne fera qu'un gouvernement de centre et je reviendrai comme le grand opposant. Mais dans ce gouvernement-là, à mon avis, tout ce qui est, vous avez abordé éducation nationale, contenu, ils s'en moquent. Parce que nous savons, vous savez, depuis que Monory a accédé à la présidence du Sénat avec le seul certificat d'études qu'il avait, que les digues ont éclaté. Et comme Venise, l'éducation nationale en France sont parce que la digue du certificat d'études est morte. C'est-à-dire lire, écrire, parler et calculer. Ils ont tous sauté. Éric Vérague et Philippe Clanchet. Alors l'analyse d'Antoine vous paraît-elle pertinente? Donc du coup, c'est un coup de maître pour vous, Antoine, hein? Je crois que là, il a été... Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a à la fois la campagne présidentielle qui est lancée et la campagne municipale aussi à Paris. Il y a beaucoup de choses qui sont lancées quand même. Bien sûr. Oui, moi, j'apprécie la lecture très parisienne, microcosmique, j'allais dire, de l'ami Antoine. Mais je crains que les Français n'aient pas reçu ce message-là. C'est-à-dire que ceux qui s'informent un peu savent que depuis plusieurs mois, Gabriel Attal s'est mis dans une écurie très portée par des gens très influents et très puissants de ce pays. Gabriel Attal est quelqu'un qui a un parcours très mondialiste. Tout le monde sait qu'il a été Young Global Leader du Forum économique mondial. Il a participé au groupe Bilderberg. Il est très soutenu par Bernard Arnault, notamment par Brigitte Macron, ça a été dit. On connaît ses réseaux affinitaires, il ne s'en cache pas. Son orientation sexuelle, qu'on le veuille ou non, elle est devenue une affaire publique. Et on sait dans cette affaire que les Français se disent, mais au fond, c'est mini-moi qui a été choisi. C'est-à-dire que Gabriel Attal, d'une certaine façon, c'est une espèce de concentré ou de quintessence de ce qu'est la Macronie. Beaucoup d'entre-soi, beaucoup de travail de réseau, beaucoup de parisianisme, beaucoup de génuflexion devant les puissants, beaucoup d'entrisme dans ces cercles de pouvoir, d'influence où finalement la voix des peuples ne compte pas. Et je pense que assez vite, cette image d'un Gabriel Attal qui n'est qu'un clone de plus, comme Macron, de quelques puissants, de quelques milliardaires, de quelques cercles très mondialisés, je crains que cette image-là, elle ne soit très dure à porter pour lui. Et je crains que la mayonnaise ne prenne pas avec le petit peuple de France. Alors, les médias subventionnés n'en parleront pas, mais je pense que le Français de base, qui aujourd'hui a un problème de pouvoir d'achat, qui a des inquiétudes sur l'avenir du monde, il voit un jeune homme de 34 ans qui sort des beaux quartiers, des salons parisiens et des entités mondialistes les plus puissantes. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas perçu l'attente, j'allais presque dire viscérale, des Français, leur peur viscérale de l'avenir. Donc il n'y aura pas d'effet Attal? Non. Moi, je n'y crois pas. Pour vous, sur l'opinion? Voyez-vous, c'est ce que j'appelle la politique jouissive, celle qui ne tient pas compte du bien commun. Elle ne fait jouir que ceux qui la possèdent. Voilà. Philippe Clanchet. Effectivement, ce gouvernement, il renforce l'idée, une lecture du macronisme, c'est que c'est quand même une vision d'une certaine élite,
d'une élite parisienne. Ça a été dit hier, hein, effectivement, toutes les jeunes générations qui montent sont des Parisiens. Paris, c'est pas toute la France, hein. Donc il y a vraiment tout un parcours d'une élite qui a fait les grandes écoles, qui vient des beaux quartiers et tout ça. Et dans le même temps, on nous dit qu'une des priorités stratégiques de Macron, ce sont ces classes moyennes qu'il est en train de perdre, qui sont un petit peu intéressées par l'extrême droite. Et pour lui, c'est un enjeu. Je ne sais pas si Macron peut reconquérir les classes moyennes avec ce type de gouvernement. Avait-il un autre choix, parce que ce type de message? Il y avait d'autres candidats, hein. On a parlé d'autres noms, hein, qui étaient sur le poste de Premier ministre. Oui, je pense qu'on peut déjà en termes de décentralisation, il y avait moyen de faire venir d'autres personnalités. La seule personnalité qui soit pas purement parisienne, on en parle assez peu, mais c'est quand même Catherine Vautrin, qu'il avait déjà essayé de promouvoir il y a quelques années, qui avait été à 2 doigts d'être Premier ministre, ça tout le monde l'a su, qui vient de Reims, qui est une femme de droite assez classique. Alors là, c'est peut-être pour récupérer un petit peu certains courants de droite. On va voir si ça va marcher. Elle avait voté contre le mariage pour tous en 2013. C'est la première chose qu'on lui a envoyée à la figure, hein. Voilà, ça c'est vrai. On lui a dit ça. Bon, voilà. Mais ça va être une difficulté. Comment les Français un petit peu du centre, qui avaient pu à une époque croire au ni droite ni gauche macronien, enfin ça fait quelques années qu'on a compris que c'était pas la réalité. Est-ce qu'ils vont se retrouver dans cette proposition qui est faite, qui n'est pas si nouvelle que ça, qui renforce peut-être des tendances de base du macronisme. Parisianisme, entre soi, et donc c'est pas sûr que cela embraye sur l'opinion. Là où je parlais, où tout le monde parle un peu de coup de maître, c'est l'effet Rachida Dati, bien sûr. Et ça, on peut en mesurer les conséquences. Antoine Assaf, Philippe Clanchet, Éric Verhaeghe. Le retour de Rachida Dati. J'ai écouté Raffarin hier, et là j'ai vu le dialogue générationnel. Mais il était exalté, en parlant de vous ici, Raffarin. Elle est extraordinaire, on a l'impression qu'il a envie de la prendre, d'aller faire une 1001 nuits avec elle quelque part. Elle est incroyable, elle est énergique. Tout ça émane de la reine des Berbères du 7e. Hein. Il y a des comtesses. Je ne connaissais pas l'expression. Ah, mais bien sûr, autour d'elle, j'habite le quartier, des comtesses, des barons, des hôtels particuliers que la République a presque confisqués pour en faire Matignon, n'est-ce pas? D'où la devise « Je maintiendrai ». Bon, je maintiendrai la République. Et Rachida Dati, c'est exaltant. Elle va jouer son style. Elle vient de quand même, après la justice, elle prend la culture. Bon, moi, je suis très heureux parce qu'elle a remplacé une d'origine libanaise. La France joue l'Empire, hein, et qui était un peu étonnant pour le Libanais, parce qu'on ne savait pas ce qu'elle va... Rachida Dati est beaucoup plus proche de nos cœurs, je suis très heureux pour elle. Mais ce qui m'inquiète dans ce gouvernement, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Vous m'avez parlé de parisianisme, moi je trouve que c'est le retour de la cour de Louis XIV. Le Premier ministre est à l'Élysée, c'est fini. Et Attal, s'il veut devenir le prochain président, il doit obéir. Il doit se rapprocher, il n'aura aucun problème, et Macron va les réunir dans ce jardin, et ils vont tracer le chemin de la politique de la France. Moi, ce qui me chagrine dans tout cela, c'est que, et en même temps, on ne peut pas éviter, je parlais du dialogue générationnel, c'est que si cette génération de trentenaires va rater le carrefour, il y a un vrai danger. La vieille génération, celle de Raffarin, celle qui a été écartée avec Juppé, Fillon, ne peut pas aller jusqu'à la critique acerbe. Il faut les aider d'une certaine façon, avec une forme de sagesse, se dire attention, voilà ce qui s'est passé sous Giscard, sous Chirac. À partir de Giscard, on peut raisonner sur la France. On ne peut pas aller plus loin. J'ai entendu un peu, comment s'appelle ce journaliste qui est toujours aussi exalté, Duhamel, dire ça me rappelle le gouvernement de 58. Qu'est-ce que ça va dire à Attal, qui a fait ses fiches d'énarque sur 58, pour quelqu'un qui a vécu l'arrivée de ce gouvernement? Donc, il peut y avoir une faille entre ces deux générations. Il peut y avoir d'exaltation comme celle de Raffarin, le vieux qui s'exalte devant la jeune du rallye, ou il peut y avoir une vraie stratégie pour sauver la France, la main donnée de deux générations. La stratégie, on pourra voir si celle-ci est vraiment élaborée, puisque apparemment aujourd'hui on n'en distingue pas. On distingue une stratégie électorale, hein, c'est ce que je disais avec Rachida Dati et la campagne municipale qui se lance à Paris. Quand même, Éric Verhaeghe, Rachida Dati, c'est quand même une belle prise. Moi, je trouve qu'effectivement, en matière de calcul politicien, je trouve que le coup est assez bien joué, puisque si j'ai bien compris, si je crois ce qui se murmure notamment dans la presse, la contrepartie, c'est que Rachida Dati conduira la liste des macronistes à Paris en 2026,
et qu'au fond, elle a troqué sa trahison de LR pour un poste de maire de Paris en 2026, ce qui est plutôt malin de la part d'Emmanuel Macron, il savait qu'il manquait d'un candidat crédible à la mairie de Paris. Donc, de ce point de vue-là, le coup est bien joué. Est-ce que Rachida Dati sera une ministre de la Culture qui aura une vision d'ensemble, une vision d'avenir qui marquera son passage rue de Valois? Mais à quoi ça sert un ministre de la Culture, à part prospérer dans les cocktails? Non, on a quand même beaucoup. quelques sujets sur les on peut effectivement réduire à ça. Bachelot l'a très bien fait, elle en est très heureuse. Mais on peut aussi avoir d'abord une politique théâtrale, une politique du spectacle, une politique des musées, une politique du patrimoine, et surtout, dans la pratique, le ministère de la Culture est le ministère de référence de l'Arcom, c'est-à-dire que c'est le ministère qui surveille les médias, et c'est le ministère qui surveille la télévision. Elle n'est pas ministre de la Communication. Ça a été remarqué hier. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose nommé... moi, sur Rachida Dati, elle a un léger problème, c'est qu'a priori, elle n'a aucune légitimité dans ce champ-là. Alors, elle est nommée, effectivement, on l'a tous dit ici, pour faire un coup politique, pour jouer la question du contrôle de Paris. Mais enfin, si cela doit se faire au détriment du milieu culturel et des choix culturels, c'est embêtant. Enfin, jusqu'à présent, on avait Madame Abdul Malak, qui était quand même une spécialiste, elle avait bossé là-dessus. Effectivement, elle avait peut-être pas un poids politique, mais elle connaissait très bien ses dossiers. Et à mon avis, au ministère de la Culture, c'est quand même important, parce que c'est pas très simple. Alors, la question, on verra ça dans les mois qui viennent. Si elle est là uniquement pour jouer une carte politique, ça veut dire que les postes de ministre ne sont uniquement que des pions de stratégie d'avancement, et que du coup, voilà, la culture, comme peut-être l'éducation nationale, voilà, on place les gens. C'est pas très sérieux et c'est pas très respectueux. Voilà. C'est une question. Comme pour l'éducation nationale, je disais, il faut rétablir la digue du certificat d'études et on sauvera l'éducation nationale, parce que la classe de 3e aura le niveau de notre bac d'aujourd'hui, et le bac aura le niveau des licenciés qu'on a en 3e année, parce que les gens de licence que j'ai en face de moi à la fac, ils ont le niveau du baccalauréat de l'époque, même de Giscard. Mais question culturelle, vous savez, celle qu'il a critiquée tout de suite dans la presse, c'est Hidalgo. Elle a dit « Je souhaite bonne chance à l'équipe du ministère de la Culture d'accueillir en d'autres termes cette femme au caractère incroyable. » Or, ce caractère, nous en avons besoin. Si j'étais le conseiller de Rachida, je lui ai dit « Ma chère Rachida, regardez, quelle est la meilleure politique culturelle que nous avons eue en France ? Il y en a une mythique, celle de Malraux. Et là, il y a De Gaulle qui dit à Malraux-Mériac, mais il y a aussi celle de Jacques Lang. Si vous l'analysez avec force, elle est extrêmement stratégique. Jusqu'aujourd'hui, elle dure. Et il faut qu'elle fasse une avec autant de force. Faites de la musique, descendez, qui touche la jeunesse. Il a transformé la culture du pays, Jacques Lang. Et jusqu'aujourd'hui, à l'Institut du monde arabe, il n'arrête pas de le faire. Il faut qu'elle conçoive une. Et il y en a une. J'espère que son conseiller va aller lui inspirer. Le grand débat revient dans quelques minutes avec Antoine Assaf, Philippe Clanchet, Éric Vérag, après les infos de 8h.